Hop, c'est parti. Allez. Ouais, ouais. Donc bonjour à tous. Ouais. Alors, tu m'avais parlé d'un vide-grenier, Oui, alors mais là, tu oui. m'as menti. Oui, en fait, là, c'est qu'en fait, j'ai été enduit d'erreur par... Enduit Oui, enduit d'erreur. Ah ouais. Toujours. Ah ouais. Par Alors, mon calendrier des brocantes, qui lui mentionnait un seul gros vide-grenier. Et en fait, il y en a un très gros qui s'est déplacé, qui devait être la semaine prochaine, qui s'est mis cette semaine. Donc il y en avait deux gros le même jour. ouais. Donc, quitte à choisir, on a fait les deux. Oui. Oui, voilà. Eh ben, on s'est abstenu. Et encore, on s'est abstenu pour un troisième. Hein. On a été raisonnable. On a été raisonnable finalement. Ouais. Voilà. Ouais. Le troisième, le petit de 350 exposants, on n'y a pas été. Oh oui. De toute façon, Parce c'était trop tard. que c'était des gros, hein. C'était 1200 exposants et 900 exposants. Hein. Ça commence à faire. Ouais. Et donc, à peine arrivé, hop, je tombe là-dessus. Ça inaugure plutôt pas mal. Hein. Oui. Un bouquin sur mon Lansar. Je sais pas ce que ça vaut. Ça, c'est Yann qui pourrait nous dire. Ouais. Hein, Yann hein, ça fait longtemps qu'on t'avait pas titillé. Et donc, petite question, est-ce que à ce moment-là, tu as eu peur que ça soit un feu de paille comme le dimanche dernier ? Je suis surtout pas posé la question pour le prendre. Ouais, ok. Voilà, tu as bien fait. Voilà. Hop. Là, je vais faire n'importe comment, comme d'hab. Ouais, c'est ma marque de fabrique. Ça change pas. Hein. Hop. Mais on t'en veut pas. Voilà. Alors ça. C'est un beau sujet. Guillaume Bianco, je connais, il a bossé avec Lewis Trondheim. Il a fait. Et ta mastodonte. Oui, voilà. Chez Soleil, il a fait le don de Trouble Vue, je sais plus. Il a eu un prix pour ça. Et c'est bien parce que je le trouve pas. Oui, moi non plus. Et là, un petit bouquin chez Shampoing. C'est Lewis Trondheim qui s'occupe de cette collection-là. Les seins, voilà, c'est en plus. Le prix était ridicule. Ouais. J'ai eu à 50 centimes, alors je me suis dit, allez hop. Oui, puis c'est pas tiré par les cheveux. Non, pas tiré par les seins non plus. Vaut mieux pas. Allez, zou. Ça, j'ai vu la maquette, j'ai foncé dessus. Et c'est du Jules Verne. Oui, il y en a eu plusieurs. Dans la collection Humanoïde associé. Donc une maquette d'Étienne Robial. Voilà. Donc ça devait être inédit à l'époque où ils ont sorti les Humanos. Donc que dire de plus, je sais pas. C'est une maquette bizarroïde. Oui, parce que là, en général, les maquettes, souvent les maquettes Hachette, parce que c'était Hachette qui avait. C'est ça qui est étonnant d'ailleurs, c'est les Humanoïdes associés, mais en fait, en général, c'est Hachette qui les rééditait, les Jules Verne, et dans toutes les maquettes Hachette, ils reprenaient un peu du cartonnage Hetzel, quoi, ou un simili-cartonnage Hetzel. Ils voulaient éviter ça. Et là, ils ont tranché. Ouais, totalement. Et puis c'était des inédits à l'époque. Ils basaient là-dessus. Ah, ok. Donc un objet humano, j'aime bien. Un bouquin de la grande anthologie. Voilà, de la grande anthologie, un de plus. Oui, tu en as trouvé un la semaine dernière sur le Big One. Deux, oui, exact. Donc un de plus. Oui, voilà. Alors ça, je l'avais en édition courante, chez 18. Et là, c'est une version, je dirais luxe. Cartonné jaquette, ouais. Cartonné jaquette. Ouais. Sympathique. Alors, des espèces d'historiettes, faites par Tim Burton lui-même, avec ses propres dessins. C'est vrai je crois qu'ils ont sorti plusieurs titres cartonnés jaquette comme ça. Sympathique, hein. Voilà. Donc, ils avaient sorti ça en 10-18 courant à l'époque. Donc voilà. C'est vraiment l'esprit de Tim Burton. Ah total. Et ses dessins. Moi, il dessine pas mal. Hein.
Ah oui, je les ai vus. Ouais. Alors, un tome que j'avais pas. Mais j'ai pris aussi un autre, un doublon. Ah, d'accord. Ouais. C'était là où il y avait le gougnafier. Oui, c'est vrai. Oui. Ah, on vous a pas parlé de gougnafier. Bah non, pas encore. Oui, ça va venir dans la conversation, vous inquiétez pas. Et donc sur un livre BD. Oui, c'est assez amusant. Le format en plus, c'est assez amusant. Oui. Ils ont gardé le format en colonne qui était fait dans Spirou. Ouais, donc là c'est un exemplaire de bibliothèque. Ouais. C'était à la première page, non? C'était juste à côté de l'édito? Oui, c'est ça. Oui, c'est pour ça que ça a ce format-là un peu... Du sommaire. À côté du sommaire, c'est pour ça que ça a ce format-là. Hop, on a changé les look cuts. Bah ouais, on a du mal avec la lumière. Donc là, un exemplaire de Mystère de la Grande Pyramide. Et en fait, c'était une offre, enfin c'était un truc promotionnel. C'est pour ça que tu l'as pris? Oui, ça à moitié publicité comme truc. Et donc là, il relançait avec d'autres dessinateurs que le dessinateur d'origine. L'affaire Francis Blake. Ouais. C'était un grand événement à l'époque. Un nouveau Black et Mortimer depuis les années 70, non? 86, là, la fin de l'affaire Sato. Les trois formules du professeur Sato. Ouais, enfin bref. Donc voilà. Hop. Dans n'importe quel ordre, toujours. Ça c'est, j'aimerais dire ça n'ose. Pour une fois, ils avaient quelque chose de valable. Un album assez tardif de Madness, mais il est super. Il n'y a pas à dire. Ah, c'est curieux ça, hein, les titres qui sont rayés. Oui, je sais pas, ça fait la pochette du disque. Ouais. The Rex Progress, je crois que c'est un opéra de Stravinsky. Il y a les 10 commandements. Dial M for Madness, ça, ils ont 2 mots. Normalement, c'est un polar qui s'appelle Dial M for Murder, je crois. Ouais, enfin bref. Donc, ils ont toujours pas mal d'humour. Ouais. Et le premier 45 tours en France de Madness, où ce sont des versions 45 tours, c'est pas encore les versions album. Okay. Ils les ont réenregistrés par la suite. Je sais plus s'ils le feraient. Et donc là, c'est le logo anglais qui est reproduit tout bêtement. Ils l'ont mis à l'envers. Disons que la pochette générique devait être comme ça, et les labels devaient être comme ça, quoi. Okay. Et en France, hélas, on a ça. Qui est un peu plus moche. Largement. Bon. Hop. Une nouvelle chose. Alors ça, c'est un vendeur qu'on voit habituellement. Oui, c'est vrai. Et bizarrement, je pensais qu'il allait matraquer le prix. On était tous les deux, on le regardait. J'avais la flemme de sortir ma liste. Il était sous une plastique un peu moche, donc j'arrivais pas à voir trop l'état. Puis je te l'ai montré. On savait pas, on pensait qu'il allait le matraquer. En fait, non, c'était 5 euros. 5 euros. 5 euros. Pas ce qu'on fixe, celui-là. Donc, bon. Alors, est-ce qu'elle est complète? J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de regarder. J'ai pas eu le temps parce que. Là déjà. Elle est pas complète. C'est abîmé. Ouais, ça a l'air d'être abîmé. Je pense que t'es parti pour refaire des réparations. Oui, voilà. C'est. En fait, le 96, je l'ai déjà. Quel est celui qui est en meilleur état, qui est machin, qui est truc il va falloir que tu vois ça. Voilà. Ok. C'est une belle période. Hein. Ah oui. Oui. Ouais. Bon hop. Hop. Alors.
Forest, je suis pas forcément fou de Forest. Tu cours pas après Forest? Oh là là. Bon, quoi alors? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai tendu la perche. Oh la vache. Qu'est-ce que j'ai dit? Enfin. Bon, on enchaîne? Oui, vas-y, enchaîne. Merci. Donc, j'avais trouvé un Barbarella. Ouais. J'avais trouvé un autre hypocrite comme ça, mais à un prix ridicule. Mm-hmm. Et celui-là aussi était un prix ridicule. Tu penses qu'au fric? Non, mais j'avais pas l'excuse de dire. Oui, non, c'est trop cher, je vais pas le prendre. Voilà. Donc tu l'as pris. Donc je l'ai pris, ouais. Je l'ai pas encore lu. L'autre, je l'avais lu, c'est complètement, je sais pas, délirant. C'est 13 années 70, hein, Forest. Totalement. Mais l'histoire est complètement barrée. Mais joyeusement barré, parce donc, que il a fait des bouquins chers à suivre que j'ai moins apprécié. Il y en a un surtout avec une fenêtre, c'est bizarre, enfin bref, il y en a qui sont fous de Forest. J'avoue que j'arrive pas trop à comprendre pourquoi. Mais je me laisse tenter à force, quoi. Oh, ok. Là, par contre, je me suis dit, bon, allez, il est peut-être pas si cher que ça. Le problème, c'est que Black Sad... c'est très recherché, quoi. Voilà, c'est très, très recherché. Ouais. Donc, pour trouver quelque chose de pas trop cher, Black Sad... faut pas trop y compter. Là, c'était sur le site de la coloriste? Ouais. Et donc, c'est un bouquin plus ou moins épuisé, qui se revend peut-être plutôt assez cher dans l'ensemble. Ouais, pas mal, hein. Et je me dis, bon, allez. Tu t'es laissé tenter. Et donc, c'est des croquis préparatoires. Aquarellés. J'aimerais bien faire des croquis comme ça. Ah oui. Aquarellés. Alors, ce qu'on voit surtout, c'est surtout au début, c'est par rapport au premier album, c'est qu'il cherchait différentes ambiances, tu vois. Entre là. Il y a des fois, il hésitait un peu, quoi. Ouais, avec les coloris, ouais, je vois ça. Et la vache. Donc, sympa. Ça reste quand même très, très sympa. C'est une très belle série, Black Sad. Alors, t'es beau. Je dois y en avouer que... En fait, c'est Mickey. Oui. Je dois bien avouer que celui-ci, je l'ai pas. Ça, le prochain sera pour moi. Ouais. Alors, j'ai commencé à lire. Et je trouve ça moins réussi que les autres. Ouais, parce qu'en général, toute la reprise des personnages de Mickey, de Donald chez Glénat, c'est pas mal. Moi, j'ai une petite préférence pour ceux de Kéramidas. Mais les autres sont bien aussi. Ils sont vraiment super. Celui-là, j'ai envie de dire, il fait plus léger quand même. Alors, ça reste sympa, mais c'est plus léger. Donc, c'est plusieurs petites histoires avec Mickey, enfant, avec son pépé, qui a tendance un peu à enjoliver les choses. Ouais, j'ai vu Patibulaire, là. Ouais. Donc voilà, ça fait plusieurs histoires. Ok. Hop. Alors dans le genre, justement, le prochain sera pour moi. Ah. Et ça y est. Tu l'as trouvé il y a quelque temps. Oui. Le loup en slip, donc... Le loup en slip, ça reprend en fait l'histoire qui est lue par la conteuse dans Les Vieux Fourneaux. Voilà. Et en fait, ils en ont fait un livre. À force d'en parler, ils ont fait un livre pour enfants. Donc c'est rigolo de voir la concrétisation d'un truc dont tu parles, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça qui est rigolo, en fait. C'est qu'à l'origine, c'était juste une citation, quoi. Le loup en slip.
Et on voilà voit les personnages. Les personnages des vieux fourneaux. Alors, ça, c'est toi qui m'as conseillé. Oui, je t'en ai parlé. Alors, tu prononces comment le... Je dis Dilies. Mais je sais pas du tout. Moi non plus. Ça peut être Dilies. Je sais pas. Dilies. Donc... c'est une ambiance que j'aime bien. J'aime bien ça, comment il met en forme ses histoires. Alors, les histoires sont toujours quand même assez tristes, mais je trouve qu'il y a quelque chose, quoi. Ouais, dans le dessin. C'est très light au niveau des textes, j'ai l'impression. Ça doit se lire très très vite. Oui, assez, ouais. Est-ce que... Alors, certains, je les avais achetés neufs. Je pense que vous peut-être mieux les acheter d'occasion, parce que par rapport effectivement au temps qu'on passe à lire la BD, le temps, est-ce qu'on va la relire, ça c'est aussi une autre question. En général, oui. Ouais. On arrive à en trouver quand même. Hein. Je pensais que ça serait plus confidentiel que ça. Hop. Alors ça, c'est pas la couverture courante. Apprendre à frissonner, c'est d'après un conte de Grimm. Donc Mazan, c'est un auteur que tu aimes bien. Ouais. C'était chez Delcourt Jeunesse, qui avait fait plusieurs trucs. Et Mazan, j'aime bien, mais malheureusement, je crois qu'il n'a pas de succès. Il a fait plusieurs BD, pas mal de BD chez Delcourt. Je les trouve chouettes, mais apparemment, ça marche pas pour lui. Ouais, c'est les trompettes de la renommée, parfois, sont mal embouchées. Ouais. Donc, tu vois, c'est un dos toilé. Présente bien, et apprendre à frissonner, je l'avais dans sa couverture courante. Mais la couverture est pas mal comme ça. Hein. Donc, faut que je regarde de plus près. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est un dos toilé? Roulement de tambour. Ah bah oui. Voilà pourquoi. Est-ce que vous arrivez à lire? Donc, cette édition limitée d'Apprendre à frissonner a été limitée à 600 exemplaires numérotés et signée par l'auteur, dont 50 exemplaires hors commerce numérotés de H, c'est combien? H, ah ouais, hors commerce. Hors commerce 1 à hors commerce 50 et 530 exemplaires destinés à la vente numérotés de 1 à 550. Il n'y a pas de numéro, c'est marrant. Non, mais je crois que tu m'avais dit comme ça à propos des CLA que... ça peut arriver, ouais. Qu'il y a des exemplaires non numérotés. Donc c'est le cas. Et donc, c'est toutes les planches... crayonnées. Les crayonnés de planches. Et apparemment, il avait de quoi... ouais, pour crayonner autour. De quoi faire. Hein. Sympa. Ouais. Ah oui. Et voilà comment il fait ses planches. Et moi, je trouve ça vachement chouette, son dessin. Mais bon, chaque fois qu'il a essayé quelque chose, ça n'a pas l'air de marcher, quoi. Dommage. Mais bon, je suis content. Ouais. Bah oui. Donc ça, bizarrement, alors je crois que c'est Cyril Pomès. Et j'ai lu une série dans le journal Spirou, où elle a commencé à faire une série. Et je savais pas ce qu'elle avait fait. Et hop, je tombe là-dessus. J'ai eu un doute. Répond à ta question. Voilà. C'est vrai que Rue de Sèvres, c'est parmi ces éditeurs qui sont assez récents et qui tentent. Ouais. Et il y a des BD sympas chez eux. Et là, j'aime beaucoup cette espèce de dessin à moitié croquis, à moitié improvisé. Je sais pas comment dire. C'est... Après, ça sera légèrement plus réaliste dans le journal Spirou. Qu'est-ce que c'est? Ça se passe dans une banlieue? Je sais pas du tout. On va dire, j'ai repéré le dessin. J'ai eu un léger doute. Est-ce que c'est bien le même dessinateur?
Et donc j'ai pris quoi. Et donc rue de Sèvres, voilà. C'est broché. Donc et avec l'école des loisirs. Ah, ok. École des loisirs à la maison. Bon, l'école des loisirs, donc c'est une maison d'édition pour les enfants. Là c'est Allumez vos pétards, c'est les Fix Brothers. Là c'est du l'underground américain, fin 60, début 70, avec 3 hippies qui fument de l'herbe sans arrêt. 13 années 70. À fond la caisse. C'est délirant. Ça m'amuse. Après, il faut peut-être lire ça peut-être à petite dose. C'est marrant parce qu'on en parlait un petit peu avant que tu trouves la bande dessinée. Parce qu'on a vu passer un Crumb, la genèse. Ouais, sauf que Crumb, j'ai jamais lu quelque chose qui t'intéressait. Ouais. Hop, là c'est du album Humano. Donc tu as pris. Voilà. Dominique et il a un côté ultra classique. Très très carré dans. Ah oui. Très rigide dans son dessin. C'est. Je sais pas comment te dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Donc album Humano, j'aime bien les albums Humano. Et quand je les trouve facilement, voilà. Tu dois en avoir pratiquement tout, non? Non, il y en a tellement. Là, c'est exemplaire de bibliothèque. Oui, Lesner. Donc, exemplaire de bibliothèque, Ouais, je t'en ai signalé. Mais j'ai pas pris. Voilà. Parce que t'aimes bien Will Eisner, mais pas en exemplaire de bibliothèque. Bah oui. Moi, quitte à le retrouver en n'étant pas exemplaire de bibliothèque, je préfère prendre. On n'en trouve pas souvent du Eisner. Oui. Et là, en fait, c'est sur la famille qui va se disputer avant que la personne soit morte au corps. Une affaire des familles, quoi. Voilà. Allez, ça arrive, malheureusement. Ça arrive. Mais version Will Eisner, ça doit être costaud. Hop. Et pour Bézian. finir, Bézian, courant d'art. Alors Bézian, c'est un auteur pas commercial du tout, qui a été un peu chez les Humano. Là, c'est surtout aussi, je vais arriver à Delcourt, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et là, Noctambule, c'est chez Soleil. Ouais. Et c'est vrai qu'on on a trouvé quand même des bandes dessinées avec des qui venaient qui étaient chez des éditeurs peu courants. Et ça, c'est l'avantage de la grande ville. Et en fait, t'as vu, c'est marrant parce qu'il n'y a pas de dos. Non. C'est en accordéon quelque part. C'est totalement en accordéon, effectivement. Et est-ce que c'est 2 points de vue différents de 2 personnes? Je sais pas, je ne l'ai pas encore lu. Voilà, peut-être. Pour trouver ça ailleurs que dans la grande ville, bonjour. Donc c'est pour ça que ça vaut le coup d'aller en grande ville, parce qu'on trouvait des trucs pas possibles. J'ai eu un prix qui me semblait ridicule. J'ai pas vérifié le prix qui était vendu normalement. Voilà, je suis content. Voilà, nickel. Plutôt satisfaisant, c'est 2 grands vides-greniers. Fatigant, mais satisfaisant. Ah oui, on a été crevés. Oui, voilà. Crevés. Allez, à toi.
C'est parti. C'est parti. Donc c'est mon tour. Ouais. Donc là, c'est vraiment la vengeance, le retour du fils de la vengeance, hein, parce que là, autant dimanche dernier, c'était mitigé. Là, sur les 2 gros vide-greniers, je me suis fait plaisir. En plus, il y a le geek belge qui m'en repasse, donc c'est nickel. Il avait trouvé ça, et je dois bien avouer qu'en le voyant, je me dis, ah, c'est sympa ça. Alors, je vous montre un petit peu vite fait. Bon, ça, on s'en fout. Je dessinerai dessus. Je dessine très mal, mais bon, ça sera toujours mieux que ça. Donc, en fait, ceci, ce n'est pas une bande dessinée. C'est simplement, ce sont des articles, l'écho des cités, des pseudo-articles de journaux qui évoquent un peu, qui développent le monde des cités obscures. Donc ça, c'est super intéressant. Et en fait, Geek Belge, je crois que tu l'avais en très grand format, c'est ça? Voilà, il y a la première édition de ce truc-là était un très grand format. Et souvent, quand il rééditait un album, il faisait pas mal de corrections. Là, il y en a extrêmement peu. Donc ça vaut pas le coup d'avoir les 2. Moi, je me suis dit, le prochain sera pour moi. Ok, voilà. C'est super gentil. C'est super sympa. Parce donc, c'est des articles, mais qui font référence aux autres albums et qui développent un peu plus le monde des cités obscures et l'idée de passage aussi. Voilà. Ouais, c'est vrai que le monde des cités obscures, j'ai surtout les premières aventures qui sont quand même les meilleures. Parmi les dernières, j'ai pu les lire en bibliothèque, mais ça me donne pas envie de les acheter à plein pot. Non. Donc je pense que je les achèterai, mais... celui-là valait le coup plein pot. Mais bon, voilà. Tiens, il n'est pas à sa place, lui. Hein. Ça ressemble à un Spitfire. Le passage. Donc voilà, donc c'est sympa, c'est à déguster et en fait, je pense que ça c'est vraiment pour celui-ci, c'est pas le prioritaire, hein, c'est pas celui à acheter en premier. Qu'est-ce que tu conseillerais d'ailleurs dans les cités obscures à acheter en premier? Il y a la fièvre d'Urbicante, la tour est chouette. Les murailles de Samaris. Oui, les murailles de Samaris. Ouais. C'est à partir de l'ombre d'un homme où comment s'appelle les histoires m'ont nettement moins intéressé. La fille qui penche aussi, c'est pas. Ouais, voilà. Pas été emballé. C'est au même moment, quoi. Il y en a une bande dessinée aussi, je me souviens plus du titre, qui est fait comme un palindrome, c'est assez amusant. Ouais, mais là c'est avec son frère. C'est une autre série, ça. C'est une autre série? Ouais. Ah, ok. Donc l'arrêt de l'écho des cités. Voilà. Donc c'est cartonné avec une jaquette. Alors qu'est-ce que j'ai acheté? Alors parmi les premiers achats, c'était l'intégrale de Andreas Roerk. De Roerk. Andreas. L'auteur c'est Andreas. Andreas, c'est Roerk. Donc c'est l'intégrale premier tome de Roerk. Alors je l'ai prise pas simplement parce que il y avait les fragments, les fantômes. Je me disais c'est bizarre l'histoire courte. C'est au moins les 3 premiers tomes. Oui, c'est ça. C'est les 3 premiers tomes, mais j'étais pas sûr qu'il n'y ait pas des inédits. Il y avait une préface. C'était toujours c'est le premier achat, donc comme il y avait des petites présentations avec des petites choses en plus, j'ai acheté et je l'ai acheté à la coloriste d'Andreas. C'est la 2e fois qu'on la croise ou 3e fois? Deuxième fois. Là, j'ai pas fait faire de dédicace. Toujours aussi sympa. Voilà, si. Ça, par exemple, ça, c'était la couverture du journal Tintin. Ah, oui. Mais mon Dieu, quelle couverture du journal Tintin. Moi, je l'ai, ce Tintin. D'accord. C'est chouette. Ah oui. Donc là, on est dans les fantômes. Et ben voilà, on doit avoir le nom de la personne. Et en fait, je pense qu'elle vendait, elle a dû avoir en plusieurs exemplaires les bandes dessinées et elle en vendait une partie. En plus, j'ai trouvé le prix correct, je l'ai pris. Et j'ai trouvé ça sympa. Roerk, c'est beau. C'est des histoires totalement barrées. Et j'ai toujours aimé en fait la façon qu'il avait de mettre en page ces histoires. Lui, il travaille ses mises en page d'une manière incroyable et il a quand même un dessin incroyable, quoi. Ouais. Par contre, pour comprendre les histoires, faut juste comprendre. Faut s'accrocher. Oui. Il fait aucun. C'est beau. Moi, je fais semblant de comprendre. Hein. Je suis.
Je suis snob. Il n'y a aucune concession auprès du lecteur, quoi. C'est, il y en a une comme ça, je l'avais lu, et je me suis dit, il doit y avoir une clé. Tu sens qu'il y a la clé, mais si tu comprends pas, là, t'es mort. Ouais, celle-là, non, je la connaissais pas, hein, cette histoire. C'était après le cycle. Donc il a dû la rajouter, la mettre dans la replacer. Ouais, parce que le reste, c'est plutôt ancien. Oh la vache. Ah si, il y a des trucs. Ouais, là, ça valait le coup. Donc ça valait le coup. C'est bien ce qui me semblait. Là, donc, cette histoire-là, je la connais. Un siècle pour une maison. Voilà. On voit d'ailleurs que donc le dessin là, est c'est encore du Bernie Wrightson comme influence. Ouais. Avant qu'il prenne sa personnalité dans le dessin. Enfin déjà, c'était déjà super. Déjà, c'était super bien. Top. Hein. Donc voilà, si vous tombez dessus, ça vaut le coup. De Wolf. Regarde, puis cette illustration, ça me dit rien aussi, celle-là. Si ça fait un petit peu écho à la couverture du Tintin. Ouais, cette intégrale vaut le coup, hein. Enchaîné pour toi ? Oh oui. Ah, puis ça me dit rien. Ça m'a l'air bourré d'inédits, ça c'est cool. Ah ouais, je vois le prix, là, 9. C'était 33. Bon, cool. Alors, ceci, tu t'es moyennement intéressé ? Les histoires de mer, non. Puis je pensais que toi, ça te plairait. Ouais, homme libre toujours, tu chériras la mer. Donc, c'est des histoires de mer. Alors, c'est un service de presse. Alors c'est étonnant, hein. C'est vrai que je trouvais qu'il y avait beaucoup de gens. Soit c'était des services de presse qu'ils avaient, soit c'était des exemplaires un peu bizarres. Donc, ce sont des récits de mer par différents dessinateurs. Et à chaque fois, c'est voilà. Là, c'est sur le radeau de la Méduse, c'est Miton. Poc. Là, c'est Militaria, Ruxtul. Donc, il faut vraiment que le sujet plaise. Parce qu'il y a tous les styles de dessin. Bon, il y aura sûrement des histoires que j'aimerais pas. Mais bon, comme il y en a plein, je me suis laissé tenter. J'étais quand même venu pour me trouver des BD sympas. Au prix où je l'ai pris, je me suis le mélange m'a l'air pas mal. Ouais, c'est autant en prendre des risques, c'est ça. Autant neuf, tu l'achètes pas parce que c'est trop de risques, mais sinon tu le prends. Hop là. Alors cette série-là, j'ai vu Will Desberg, je ne la connaissais pas cette série, Air Libre. J'ai pris. La 27e lettre. Donc c'est la collection Air Libre de chez Dupuis, qui sont des formats un petit peu plus grands et en fait un petit peu plus matures, on va dire, pour les séries. Largement. Il y avait des choses il y a des causés qui étaient dedans, il y avait certains t'as Griffo, SOS Bonheur qui était dedans aussi, ce qui était très bon. Il y a toutes les histoires complètes de Herman aussi qui sont dedans, voilà. Là, et là c'est Will qui arrive à lâcher enfin Tiff étendu. Et c'est vrai qu'il dessine super bien quand même, Will. Donc là, c'est un petit gamin pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui se retrouve dans une maison de passe. Ouais, ça a l'air de ça, une maison de passe. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que Will aime bien dessiner les femmes nues. Bon, on peut pas lui en vouloir. C'est un très bon sujet. C'est un truc qu'il pouvait pas faire. Dans Tiff étendu, il pouvait pas le faire. Mais ces personnages féminins étaient très beaux. Oui, mais ça allait pas trop loin. Oui, c'est ça. Donc là, voilà, je pourrais vous en dire plus quand je l'aurai lu. Alors là, opération Copperhead. Est-ce que c'était sur la caisse au malandrin ? Parce qu'on est quand même tombé sur un malotru. Vous avez, en fait, quand vous faites un vide-grenier, une sorte de... Bon, je vous explique d'abord Copperhead, tête de cuivre.
Et ben voilà, c'est ce qu'a fait le mec. Voilà, en gros, c'est ça ce qu'il a fait. C'est-à-dire que normalement, il y a en implicite, il y a une loi de la politesse quand vous faites un vide-grenier, c'est que quelqu'un est sur un carton, vous touchez pas au carton, vous le laissez finir. Vous attendez. Vous attendez votre tour. Voilà, et donc d'ailleurs sur ce carton-là, il y a une personne qui était avant nous, je veux dire, il s'est servi. Et il a pris des choses qui étaient chouettes. Très belles. Il a pris des trucs chouettes. Ouais. Mais on a attendu. Et donc, je sais plus, c'était toi qui étais sur le carton. Moi, je vais regarder celui d'à côté. Et en fait, le mec arrive et il dit pardon, poussez-vous, vous m'empêchez d'accéder au BD. On est en train de regarder. On lui dit on est en train de regarder et de choisir. Ouais, mais il commence à nous faire un sketch. Comme quoi, lui, il cherchait juste les histoires, que en fait, voilà, nous, on aurait dû prendre. Et le mec, il a fallu qu'on s'y mette à deux, façon ping-pong. Alors, le Big Belge, je le tenais, moi, je lui balançais des pics, et après, je le tenais, et c'était au Geek Belge de le renvoyer paître. Et donc, voilà, c'était impénible. Incroyable. Bon, donc je reviens à Copperhead, donc tête de cuivre. Tout simplement, là vous ne connaissez pas du tout peut-être, c'est David Niven, c'est un acteur. Alors donc c'est une histoire qui est vraie, qui s'est déroulée pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'en fait, les Américains, les Anglais étaient très forts pour ça, mais les Américains après s'y sont mis un petit peu. C'était de la désinformation, pour faire croire en fait aux Allemands certaines choses, pour les tromper, et qu'en fait ils placent mal leurs troupes. Alors la plus connue, c'est l'opération Fortitude qui a eu lieu pour le débarquement en Normandie. Et celle-ci, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est l'histoire de David Niven qui a été contacté par les services secrets parce que c'est un acteur australien qui était dans les troupes australiennes et qui en fait s'amusait, parce qu'il ressemblait énormément à Montgomery, il s'amusait à faire le clown avec ses copains. Et en fait, peu à peu, l'armée australienne s'est aperçue qu'effectivement, il ressemblait énormément à Montgomery. Et tu as les Anglais ont une idée. Oui, le général, excusez-moi, général Montgomery. Et donc, les Anglais ont dit, on va l'utiliser. Et donc, en fait, ils ont embauché David Niven et Peter Ustinov pour, là on voit Churchill, pour en fait que l'acteur sache vraiment comment se déplace, comment on parle, quels sont les gimmicks du général Montgomery. Et en fait, ils l'ont fait passer pour le général Montgomery en différents endroits, à Casablanca, à Alger, je tourne toujours. Et donc le but, c'était de tromper les Allemands sur les objectifs puisque quand le général Montgomery était là, ça voulait dire que l'armée allait être là, puisque c'était lui qui gérait tout. Et donc, jusqu'à la fin de la guerre, il a en fait remplacé le général Montgomery. Voilà. Et bien sûr, c'est resté secret bien après, jusqu'à la fin de la guerre. Voilà. Et donc ça raconte toute l'histoire. Alors cette histoire-là, j'en avais entendu parler quand c'était sorti. C'était 22 €, donc je me dis, plus tard. Il a eu un prix. Il a eu prix du scénario. Prix du scénario Goscinny. Et là, quand je l'ai vu, je me dis, c'est pour moi. Et donc, j'étais super content. Donc, le prochain sera pour toi. Ouais. Donc là, hop là, ça, j'ai trouvé ça 1 €. C'était tout au bout d'une rue, parce qu'on en a fait des rues. Hein. Et en fait, la personne, elle avait commencé à sortir des choses. Et puis, en fait, j'ai discuté. Puis, en fait, elle était dans son garage et elle a ressorti encore une caisse. Et il y avait ça dans la caisse. Fais voir l'intérieur. Alors, on va voir ça. Je vais vous montrer ça. Voilà, je vais montrer l'intérieur. Non, je plaisante. Ah là, oui. La diva du XXe siècle. Donc c'est édition Moulinsart, mais carrément. Ouais. Et c'est sur Bianca Castafiore. Non. Si, c'est sur dans le titre. Voilà. Ah, et en fait, t'as vu, il cherche les. Ah, c'est pas mal ça. J'aime bien quand il cherche toutes les Faust. Ah, je ris de me voir si belle dans ce miroir. En fait, c'est tous les. En gros, un peu les sources de Hergé. Pour la Bianca Castafiore. Pour la Castafiore. Voilà, à la fois les robes. Oh, c'est fort, hein, ça. Ils ont vraiment été assez cherchés loin. Mais quand je pense que si, elle est très belle, ce personnage-là. Je me suis demandé si c'était pas quelqu'un qui connaissait d'ailleurs. Hergé ne la connaissait pas. Je ne sais plus. Les tintinophiles. J'en dirais une des rares belles femmes dans Tintin, tu sais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Très, très petit rôle. Très petit rôle, mais elle est très classe avec son tailleur et elle est très belle.
Vas-y, passe les pages là. Je passe les pages. Hop. Ça va, je regarde un petit peu ce qui se passe à l'écran pour une fois. Ouais. Donc voilà à quoi ressemble. Ouais, c'est vraiment tout sur Bianca Castafiore. Ouais. Non, c'est chouette. C'est pas mal du tout. Ah oui, moi je trouve ça très bien. Bon bah oh, c'est mignon ça. Donc impeccable à lire. Ouais. Ensuite, alors au début il y avait qu'un tome qui m'intéressait parce que le tome 1 je l'ai, alors je sais plus où je l'ai mis. Mais bon, elle m'a fait un prix pour les 3, donc vous avez elle vendait en lot. A préféré vendre en lot parce que t'avais une excuse. Oui, c'est ça. Donc c'est le Juge Bao, donc le tome 1, 2 et 5, il y en a 6 qui sont sortis chez les éditions Fay, et comme vous pouvez voir, en fait, c'est un format en fait un petit peu en italien, c'est broché, et voilà le dessin. Alors le Juge Bao, en fait, c'est un personnage qui est historique. C'est-à-dire qu'en fait, mais en fait, il est devenu un peu légendaire. C'est vraiment le juge qui est fonctionnaire donc sous la dynastie des Song et qui lui intègre et qui résout les problèmes, qui résout les enquêtes, qui lutte contre la corruption, qui lutte contre les méchants chinois, parce que les Song, c'est une dynastie chinoise. Et j'avais vraiment adoré le dessin. Puis la forme en lui-même, quoi. Ce petit format un petit peu italien broché. Et j'avais lu la première histoire. Alors, c'est celle-ci. Et j'avais trouvé ça très bien. Donc là, je suis très content de... Oh non, c'est pas pour ça que j'ai trouvé ça très bien. Voyons, vous avez de mauvaise langue, alors. Et donc, j'avais trouvé qu'il y avait une super ambiance. Là... Ça se laisse dire en fait cette enquête là. Alors en plus t'as vu c'est rigolo, hein, on retrouve un peu l'ambiance un peu avec des ninjas. Je pense que c'est pas exactement le terme, mais et le dessin est hyper réaliste hein, avec les ombres là, c'est chouette hein. On dirait vraiment qu'ils ont travaillé d'après photo. Oui, c'est ça qui est incroyable parce qu'on voit vraiment, en plus t'as les coups, la lumière qui vient de par là. Non, c'est chouette. Hein. Voilà, donc là j'ai le 1, le 2 et le 5. Alors à chaque fois c'est une enquête différente. Hein. Si je ne me trompe pas. Donc en fait vous pouvez les prendre séparément. Bon, il m'en manque 3 après. Alors ceci. Bon, si vous suivez la chaîne, vous savez que j'aime bien Gaston Leroux. Là c'est Un homme dans la nuit, aux presses de la Renaissance. Donc c'est une réédition assez des années 70-77. Le dessin à couverture, c'est un dessin de Sterace, ou Steras, c'est comme vous voulez. C'est un dessinateur qui était très connu dans les années 1910-1920. C'est lui notamment qui a fait la couverture de Fantomas. La fameuse couverture où on le voit en chapeau claque et redingote. Et il est le pied sur la ville. En fait, il a l'air de... Ouais. Donc cette histoire-là, elle est sortie dans un journal en 1910. Elle est sortie chez Fayard, donc avec cette couverture en 1911. Et elle n'a pas été rééditée depuis. Alors qu'en fait, souvent, les autres histoires l'étaient. Donc c'est Un homme dans la nuit, c'est le Monte Cristo de Gaston Leroux. Une des plus flamboyantes histoires de vengeance de la littérature romanesque. Donc, bon, déjà, ça donne envie. Donc voilà, je suis content de l'avoir parce que c'est pas si évident que ça à trouver. Il n'a pas été réédité depuis depuis 1977 difficile à dire. Pas beaucoup, parce qu'il y a eu des intégrales Gaston Leroux, tu sais, en cartonné jaquette là. Ouais. Peut-être qu'il a été réédité après 77. Eux, en tout cas, ils ont l'air de se dire qu'il n'a pas été réédité depuis 1977. Ouais, mais depuis 1977, peut-être qu'il a été réédité. Ouais. Parce que je me souviens plus de quand ils sont sortis ces intégrales. Avec jaquette chez Lafon, je crois, Robert Laffont. Là, j'ai réagi, c'est Berthet, hein, Van Damme. Ça, si j'avais lu ça, peut-être que ça m'aurait fait réfléchir, parce que bon, je suis pas un grand fan de Largo Winch. Hein. Bon, c'est mais Berthet au dessin. Berthet. Ouais, c'est pour Berthet. Et là. Voilà, il y a même maquette de Bokeh. Donc apparemment, je sais pas, des ancêtres de Largo Winch. Oui, peut-être que c'est ça, ouais, qu'ils ont fait en fait.
Ouais. Bon, là, on voit que c'est Van Damme au scénario. Là, ça, c'est le genre de truc, ça fait vraiment cliché, quoi. Vraiment Pitié. Van Damme. Voilà, c'est ça. Van Damme version Van Damme, ça Winch. fait scénario M6, laisse tomber, quoi. C'est ce que je reproche à Largo Winch. C'est bon. Là, ce qui est fou, c'est qu'il a fait Torgal aussi, Van Damme. Oui, c'est ça. Et on se dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui lui est arrivé pour... Est-ce le même? Est-ce le même? C'est peut-être son frère, finalement. Ça parlote beaucoup, quand même, hein. Mais bon, bah, Berthet au dessin, on va lire. Voilà, toi, les tuniques bleues, là. Hop. On va voir ce que ça donne. Alors là, Bilal Enki de son petit prénom. Rendez-vous à Paris, 3e acte. Donc là, on peut voir déjà après le dessin que c'est quand même un album qui est pas parmi les premiers. Bah, c'est dans la série Le Sommeil des monstres. C'est le tome 3 de ce cycle. Ouais, alors je sais pas où j'en suis. Il va falloir que je fasse le point. Parce que c'est à une époque où je trouvais son dessin trop froid, même si c'est magnifique. Hein, mais c'était froid. Et voilà, donc je cherchais autre chose. J'aimerais dire, c'est une période où il se prend un peu trop au sérieux, je dirais. Ouais. C'est un peu trop artiste. Ça qui me pose problème chez beau. Lui. Ouais. Mais toi, c'est ça, ce genre de truc, où t'as juste une illustration, et puis en fait, hop, de petits trucs carrés en voix off un peu. Ça fait... Bon, il y a un côté Blade Runner. Ouais, je sais pas. J'ai du mal à adhérer à cette époque-là. À voir. Voilà. Bon, on va voir ça. Voilà. On verra ça. Allez, zou, rendez-vous à Paris. Alors, Chabouté, j'ai découvert ça très tardivement. Là, celui-ci, je ne le connais pas, donc c'est sur Landru, quelqu'un qui aimait les femmes à sa façon. 20 minutes à 210. Voilà. Et donc, ce qui est incroyable, c'est en fait, c'est des noirs et blancs. Alors, il y en a un qui était fabuleux, qu'il avait fait, que j'avais trouvé ça super chouette. Alors, si j'arrive à trouver le titre, bien sûr, j'y arriverai pas. Alors, si ça se passe dans un phare. Ah, laisse tomber. Moi, je connais très très mal Chabouté. C'est un truc auquel j'ai fait l'impasse, mais il a un dessin assez fort, quoi. Les fourneaux. Oui, donc Landru, tout le monde connaît, hein, c'est un tueur en série, et en fait, il tuait les femmes et les faisait disparaître dans son fourneau, je crois. Il les brûlait tous. Donc, et là, j'ai l'impression qu'on remonte quelques années avant, pendant la Première Guerre mondiale. Bon, on va voir ça. Ouais. Oh, ça m'a l'air sombre. Hop, un petit brochet, un petit pilote pour la route, spécial printemps, donc avec une couverture de Greg. Et là où on retrouve Papa Talon. Tiens, c'est marrant, c'est Papa Talon. Ah ouais, c'est Papa Talon. Ouais. Et donc... dans le bouquet est caché H. Talon. Donc bien sûr, pilote, le journal d'Astérix et Obélix. Est-ce que c'est... Ah, c'était la personnalité abonnée. Oui. Tony Malt, donc si vous arrivez à en trouver, voilà à quoi ressembler. Généralement, on arrive encore à trouver les couvercles parce qu'ils ont été conservés par des gamins. Mais voilà toute la boîte de Tony Malt. Donc c'est assez sympa à collectionner, ça. Ouais. Donc là, on commence par Gottlieb, au meilleur de sa forme. Donc voilà, quelle revue. Matin, quel journal. Voilà, c'est ça. Hop. Ah, donc c'était à l'époque. Sympa. Astérix chez les Normands venait de sortir. Il allait sortir, il sera. Donc sympathique. Donc, vite fait, je vous fais le passage. À quoi ressemblait les pilotes. Cabu. C'était sympa ça. Ah, et on est dans Astérix Légionnaire. Ouais. Donc voilà à quoi ressemble une planche d'Astérix dans Pilote. Elles sont un petit peu plus grandes, j'ai l'impression. Ouais. C'est largement plus grand. Ouais. C'est ça qui est chouette quand on a des reliures pour les des reliures pilotes. Voilà. Donc l'Énéide, toujours très intéressant. Je suis sûr que tu vas lire.
L'Énéide. Hop, le Pilotorama. Le Pilotorama, j'ai jeté un petit coup d'œil pour voir s'il était dedans. Là, les agrafes, ça va. La ville étrusque. L'Énéide, j'ai commencé à le lire, mais il faut s'accrocher. Version française, bien sûr. Du Fred. Un Fred. Là, les 12 mini-livres. Un mini-livre avec chaque paquet Excel. Bon, faut les trouver. Hein. Oui, c'est ça. C'est à moi la chance. Donc, le cheval de fer, donc c'est Blueberry. Achille Talon. Achille Talon. Un récit complet. Ouais, alors j'aime bien ces côtés, ces couleurs là, comme ça c'est totalement. Hop, donc sympathique, hein, cette époque pilote. Hein. J'aimerais bien compléter les reliures, mais faut les trouver, on va dire. Ouais, c'est pas simple. Tiens, c'est quoi ça? D'accord. C'est le gamin qui s'est amusé à griffonner. Ouais. Bon, ça va, c'est pas trop, c'est sur, sur les pubs. Et donc là, l'histoire de France en 80 gags. Ok, il y en a encore. Donc alors là, j'ai pas vérifié, mais effectivement, je crois que j'ai dû acheter un doublon. C'est qu'en fait, je me demande si c'était pas sur le stand avec le gougnafier, ce qui fait que j'ai pris la pile et puis. Disons que j'ai eu comme une sensation de déjà vu, mais il l'a pas déjà acheté, ça? C'est possible. Il y a quelques temps. C'est possible que j'ai déjà acheté ça, mais en fait, comme il était derrière moi, ça m'a agacé, j'ai tout pris. J'ai payé cash et en dollars. Mais je pense que je les ai déjà. Masque rouge, bon bah voilà, c'est Juillard, c'est il y a quelques années, et ça reprend un personnage en fait. Ça se passe en 1624. Donc tout est le contexte historique est mis. Et c'est un personnage qui met un masque contre les injustices. Donc on retrouve un petit peu comme le Moron Rouge, comme Zorro, comme beaucoup de ce personnages qui mettent un masque pour se cacher et pouvoir se battre. Voilà. Donc j'aime bien ce dessin. Puis j'aime bien le monde en KPDP, j'adore. Il n'était pas encore au point là. Il n'avait pas encore tout à fait trouvé son style. Ouais. C'était encore un peu jeune. Et ce qui est pas mal, ça commençait fort quand même. Ce qui est pas mal, c'est que là, le papier n'est pas glacé. Parce que à un moment donné, là, chez Glénat, ils mettaient un papier glacé. C'était, j'aimais pas du tout. Alors ça, c'est les 7 vies de l'épervier. En plus, tu vois, ça va. On voit que c'est un petit peu plus d'aplat. J'aime moins. Je les ai achetés alors que je crois que mon frère m'a offert l'intégrale. Bon. Quand on est idiot, on est idiot. Hein. On peut pas se changer. J'ai pas besoin de le dire. Ouais, c'est ça. Alors ça, j'ai pris ça. Bon, personne m'a annoncé 1 euro, donc je l'ai pris. 1 euro 1 euro. Je l'ai payé 1 euro. Vache. C'est Hitchcock et Truffaut. Ouais. Édition définitive. C'est Truffaut qui interviewe Hitchcock. Voilà, c'est ça. Et donc, voilà. Sur toute la carrière d'Hitchcock, en gros. C'est toute la carrière. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont passer de film en film. Ouais. Et à chaque fois, ils vont évoquer les détails des films. Alors, vaut mieux avoir vu les films, parce que c'est vraiment pointu. Mais il explique plein de choses par rapport au montage, par rapport à des détails, par rapport à des coups de théâtre. Et voilà, ça se présente comme ça. Voilà, c'est Monsieur Truffaut, vous êtes nénéna, et Hitchcock c'est répond. une immense interview, quoi. C'est énorme. Je sais pas, c'est vraiment énorme. Et donc, on apprend plein de choses sur la carrière de Hitchcock. Et plein de détails sur... c'est un énorme making-of, quoi. Ouais, c'est ça. Sur la façon dont il montait. Alors bon, Hitchcock, là, il y a eu des petites polémiques parce qu'effectivement, il n'était pas sympa avec ses acteurs et ses actrices, notamment. Il était vraiment pas sympa du tout. Mais là, c'est pas évoqué. Mais par contre, c'était un super metteur en scène. Alors, Truffaut aussi, qui n'était pas sympa non plus, hein, c'était un petit con, faut le dire. Mais par contre, c'était un bon réalisateur. Tiens, d'ailleurs, tu sais, notamment quand je crois que c'est Audiard qui dit je parle pas aux cons, ça les instruit. Ben, en fait, il parlait de Truffaut. Carrément. Oui. Oui. Simplement parce qu'en fait, Truffaut, dans le journal, il a été d'abord, il était, je pense que c'est à ce titre-là qu'il a interrogé Hitchcock.
il travaillait pour le cahier du cinéma. Ouais, voilà. Et on va passer un peu pour voir pour voir des illustrations. La période américaine la plus connue. La plus connue. Ouais, ouais. Alors ça c'est. Voilà. Voir là. Ouais. Avance un peu. J'avance. Ah oui, c'est excellent ça. Je viens de voir les trucs. Le petit détail qui tue. Ça m'a toujours. Quand j'ai appris ça. Là, voilà. Alors ça, je vous montre le détail. Ça, c'est Soupçon, le film Soupçon, donc Cary Grant. Et à un moment donné, la femme qui soupçonne son mari de vouloir la tuer pour hériter. Parce qu'en fait, lui, toutes ses affaires, à chaque fois, il se plante. Et en plus, il avait demandé à une des amies lors d'un repas quel poison on pouvait faire pour ne pas laisser de traces. Et donc, il y a 2-3 détails qui faisaient qu'elle a commencé à soupçonner. Et donc, il y a une séquence à un moment donné, sa femme commence à paniquer. Et donc, il lui dit mais calme-toi. Bon bah reste dans le lit. Je vais te chercher un verre de lait. Et donc de lait. Et donc il monte l'escalier, il a son verre de lait, et en fait, vous voyez, dans le film, mais le verre de lait, il irradie, et on ne voit que ça, et on se dit, mais qu'est-ce qu'il a mis dans ce verre de lait? Et pour qu'en fait, l'astuce de scénario qu'ils ont utilisé, simplement, c'est qu'il y a une ampoule allumée dans le verre, et en fait, et donc le fil doit passer par le costume et donc on ne le voit pas et donc il marche et en fait ce qui fait que la lumière dans le verre de lait fait que tous les regards sont dessus et ça c'est incroyable, cette petite astuce qui fait qu'il n'a pas besoin de suggérer à tout le monde de faire croire qu'en fait non tout le monde est en train de se dire qu'est-ce qu'il y a dans le lait quoi. Et voilà, donc je ne vous dis pas la suite et voilà, ça c'est le genre de petits détails qui fait la différence. Et c'est là qu'on voit que c'était un très grand metteur en scène qui connaissait son métier. Voilà. Donc, plein d'images. Et donc, je pense que c'est au titre de journaliste du cinéma que Hitchcock a pu interroger... que Truffaut a pu interroger Hitchcock. Alors après, en fait, Truffaut et tous ses petits copains de la Nouvelle Vague ont éreinté en fait tous les autres metteurs en scène. Moi, ça m'amuse toujours, parce qu'effectivement, ils ont éreinté les anciens, ils ont fait des films très novateurs au début, et en fait, après Truffaut, vers la fin de sa vie, il a fait Le Dernier Métro, qui est d'un classicisme absolument incroyable. Le Dernier Métro, ça aurait pu être fait 30 ans avant, quoi. D'ailleurs, il y a un petit peu... Ah, c'est marrant, ça a été souligné, là. Ouais. Donc, d'ailleurs, c'est marrant, parce qu'il y a un petit hommage à cette période-là, là, dans Faubourg 36. J'aime bien cette époque-là. Ah oui, ok, je me souviens du film là. Ah, la corde. Oh, il est terrible ce film là. Donc voilà. Si vous aimez Hitchcock, si vous avez envie d'en savoir plus, ce livre là, c'est une Bible. C'est une Bible. C'est vraiment une Bible. Ça se lit vraiment à suivre. Alors, vaut mieux avoir vu les films avant, parce que sinon vous n'allez rien comprendre et puis ça va vous dévoiler des choses. Voilà. Donc ça c'est le dernier de mes achats. Alors je ne les ai pas exactement donnés dans l'ordre, mais voilà. Quelle horreur. Ouais, c'est horrible. Ouais, j'en suis tout penaud. Bon, on va vous souhaiter une bonne semaine. Là, moi je suis très content de tout ce que j'ai pu trouver. Là, il va falloir que je lise tout ça avant dimanche prochain. Voilà. Dimanche prochain, on s'est reparti. On the road again, on va dire. Ouais. Un vide-grenier, alors on n'est pas dans la grande ville, donc en fait il va y avoir un effet ceinture. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de belles librairies dans cette ville-là, donc je pense pas que ça soit aussi brillant. Non. Mais bon, en plus si ça se trouve on ne pourra pas y aller parce qu'il va peut-être pleuvoir. L'automne, machin, après ça va être l'hiver. Ah, ça va être plus compliqué, je pense que voilà. Donc on va vous laisser, on vous souhaite une bonne semaine. Et puis, à bientôt. À la prochaine. Ciao. Ciao.